Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous pouvons commencer. Merci d'être venus nombreux. Il y a comme un air de vacances dans la rue, vous ne trouvez pas aujourd'hui? Voilà, il fait beau. Voilà, alors aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé la dernière fois. Je vais reprendre un peu quels sont les éléments qui rentrent dans la modélisation de la rupture, ou plus précisément de la modélisation du glissement, du déroulement du glissement sur une rupture sismique. Et ensuite, je vais passer à des applications. Donc, vous parlez de deux exemples. L'exemple du séisme de Sumatra de 2004, celui qui a causé le tsunami géant, et celui du séisme de Japon, qui a aussi causé un tsunami très important, donc en 2011, le séisme que nous connaissons sous le nom de Tohoku, le nom connu par les géophysiciens, et que plus couramment on appelle celui de Fukushima. Alors je vais commencer par celui de Sumatra, mais je ne sais pas combien j'arriverai à peut-être commencer à parler de celui de Fukushima. Alors donc je vous rappelle, la dernière fois, à la fin, j'ai peut-être été un peu vite pour montrer qu'est-ce qui rentre en jeu quand on veut donc reprojeter des données enregistrées au loin, donc à des lointaines stations sismiques par exemple, sur le plan de faille pour en estimer la distribution du glissement. Donc l'idée, nous avons d'abord vu progresser d'un modèle très simple de source-point en temps et en espace à un modèle où on avait une rupture simple qui se propageait dans une direction particulière. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en plus de détails la distribution en temps et en espace de la rupture. Donc on va avoir un référentiel xi tau sur la rupture, enfin un point sur la rupture qui va se déplacer sur la rupture, et on va observer ça dans une station au loin, donc trois composantes ici données avec les ondes P compressives dans la direction entre la source et la station, et dans la direction perpendiculaire les ondes S, le mouvement des particules des ondes S. Alors donc, ce qu'on va observer donc, à la station de coordonnées x et t, c'est l'intégrale sur le temps et l'espace du glissement donc, sur la source, donc les coordonnées xi et tau ici sur la source, convoluées donc, par ce qu'on appelle la fonction de Green, donc convoluée dans le temps. Ici, c'est ce tau et ce t moins tau, ça indique la convolution avec l'intégrale sur toute la durée de la rupture et intégrée sur l'ensemble de la surface de la faille. Et donc, cette fameuse fonction de Green, ça n'est rien d'autre que ça représente l'effet de la propagation entre une source à un point xi tau et l'observation. Donc ça va inclure tout ce qui est les temps de propagation des différents types d'ondes, les amplitudes, etc. Voilà, donc cette fonction de Green, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, est obtenue en résolvant l'équation d'ondes pour une source ponctuelle en temps et en espace. Et une fois qu'on a résolu ce problème-là, donc, qui va dépendre du modèle de Terre qu'on va utiliser, on va pouvoir convoluer avec une source plus compliquée pour avoir le déplacement réel. Alors, ce genre de problème est linéaire, comme on voit ici, pour ce qui est du glissement lui-même. Si vous ajoutez de glissement, vous allez ajouter les déplacements observés à grande distance, ou si vous multipliez par une constante, c'est pareil. Par contre, à l'intérieur ici, il y a une relation non linéaire avec la vitesse de rupture. Donc, ce que font les différents investigateurs, le plus simple, c'est de supposer que la vitesse de rupture est constante, et donc on va considérer que la rupture part de l'hypocentre, donc du point où a commencé la rupture en temps et en espace, et va se propager donc suivant des cercles comme ça en fonction du temps.
et va atteindre une certaine partie de la faille qui va être représentée d'une manière paramétrisée, par exemple des carrés de latitude et de longitude constantes, des petits carrés. Et donc on va savoir, pour une vitesse de rupture constante donnée, à quel instant va arriver la rupture à cet endroit-là. Et donc la seule chose qu'il faudra ensuite déterminer à partir des données, c'est le glissement lui-même. Donc c'est un problème inverse linéaire. Inverse parce qu'on observe au loin et en fait on veut, à partir de ces données lointaines, obtenir un modèle de rupture. Par contre, si on veut s'affranchir de cette hypothèse assez forte de vitesse de rupture constante, on le verra sur les données, sur l'exemple de Sumatra en particulier, que cette hypothèse de rupture de vitesse constante n'est pas vraiment valable, alors c'est un problème non linéaire qui va impliquer, donc sous le capot, il y a donc comme inconnu aussi le temps auquel la rupture arrive en un point donné de la faille, et ça va être un problème non linéaire qu'il va falloir résoudre par itération successive. Alors, donc ça, je répète l'expression ici. Et donc, cette fameuse fonction de Green, ou si vous préférez, l'effet de la propagation dans la Terre, entre la source, entre la rupture et la station, elle est calculée. Il faut avoir un modèle de Terre pour le faire. Alors, soit on utilise un modèle de Terre simple qu'on appelle 1D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1D? Ça veut dire qu'on suppose que la Terre est à symétrie sphérique, qui est une bonne approximation du premier ordre pour la Terre. La Terre, elle est formée de couches concentriques de rayons, donc avec le manteau, la croûte, le noyau et la graine. Et on a des modèles de Terre de référence 1D, donc à symétrie sphérique, donc qui ne dépendent que du rayon, mais pas de la position, assez bons, ou très bons même. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle des hétérogénéités latérales, donc la structure, elle varie avec la position horizontale, aussi avec la profondeur. Et donc, si on peut avoir accès à un modèle plus précis, 3D, c'est mieux. Mais des modèles 3D assez précis dans la bande de fréquence qui va nous intéresser, qui est une très large bande de fréquence, et en particulier aux assez hautes fréquences, plus supérieures à 1 seconde, donc à 1 Hertz, il est difficile d'avoir des modèles 3D très précis. Alors, on fait appel très souvent à ce qu'on appelle des fonctions de Green empiriques, c'est-à-dire qu'on traite la propagation de manière empirique, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un modèle de Terre, mais on considère un petit séisme, donc un séisme de magnitude beaucoup plus faible, de moment sismique beaucoup plus faible que le séisme dont on veut étudier la source. Et donc on va supposer que ce petit séisme, c'est un point dans le temps et dans l'espace. Et donc ce qu'on va observer, ça va être l'effet de la structure. On va s'affranchir de l'effet de la source. Et donc, à des grandes distances et pour des petites sources, ça va être relativement. Ça va souvent être aussi précis que d'utiliser un modèle de Terre a priori qui n'est pas parfaitement connu. Et donc, on dit que ce petit séisme sert de fonction de Green. Et on va simplement diviser dans l'espace des fréquences ou déconvoluer dans l'espace des temps le déplacement observé pour la grande rupture qu'on étudie par le déplacement observé pour le petit séisme. Alors j'avais donné un exemple ici pour un séisme. Alors le séisme étudié, c'est un séisme de magnitude 7, donc pas un très très gros séisme, mais déjà suffisamment gros pour avoir une certaine propagation de la rupture. Et il avait été utilisé, et donc ici ce qu'on compare, donc il y a 2 lignes, ça c'est des différentes stations du nord au sud, et on compare l'enregistrement de la source principale, donc de ce séisme de magnitude 7.1, avec l'enregistrement d'une petite réplique. La magnitude n'est pas donnée, mais disons qu'une magnitude déjà 5, c'est déjà une
2 ordres de grandeur en magnitude, c'est 30 fois 30, c'est 900 fois moins d'énergie. Donc c'est un tout petit séisme par rapport à la source principale. Et vous voyez donc dans chaque station la différence entre les enregistrements. Les deux sont situés pratiquement au même endroit, en tout cas vu de loin. Et vous voyez d'abord le contenu en fréquence très différent. La petite source a un contenu en fréquence beaucoup plus élevé. On voit des oscillations plus rapides en fonction du temps. Et la plus grosse source montre, en plus donc des oscillations de plus longue période, il y a un pic ici d'amplitude, donc d'énergie qui arrive, qui est cohérent à travers, donc, en suivant toutes ces stations, mais qui arrive un peu plus tard pour les stations du sud que pour les stations du nord. Alors ça nous indique, et qui n'existe pas du tout dans la réplique. Si c'était un effet de structure, on devrait le voir aussi dans la réplique, et comme on ne le voit pas, on l'attribue assez directement à la source du fort séisme, et on voit que le temps est de plus en plus long pour les stations du nord au sud, ce qui nous indique une propagation vers le nord. La source a l'air plus proche pour les stations vers le nord que pour les stations vers le sud. C'est l'effet Doppler, ou l'effet équivalent à un effet Doppler, qui se manifeste ainsi. Et donc, si on déconvolue la petite source de la grande, on va avoir accès plus précisément à la fonction temporelle et à la fonction qui manifeste l'expression de la rupture sur la grande source. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un problème inverse et que, comme tous les problèmes inverses en géophysique, la solution n'est pas unique. Elle va dépendre de beaucoup de facteurs, de l'ensemble des données qu'on utilise, certains plus de stations que d'autres, certaines avec une bande de fréquence plus grande que d'autres. Et comme ces données ne sont pas parfaites et ne sont pas complètes, on va, suivant les auteurs, on va obtenir des modèles relativement, enfin pas forcément les mêmes modèles. Donc ici, c'est un exemple pour le séisme de Chi-Chi de Taïwan 1999, pour lesquels c'est un fort séisme qui a donné lieu à un déplacement final de l'ordre de 8 mètres, et un segment de la rupture a affecté un segment de 85 km. Et c'est l'un des premiers séismes pour lesquels on a pu faire ce genre d'inversion de manière relativement robuste, parce qu'il y avait 440 enregistrements d'accéléromètres sur l'île de Taïwan à l'époque, et dont 60 étaient à moins de 20 km de la trace de surface de la faille. Donc la faille ici, elle est projetée sur la surface, et donc elle a un pendage vers l'est, donc penché comme ça. Et vous voyez trois solutions. Il y en a deux qui utilisent alors Ma et Wu, donc ces deux-là, utilisent à la fois les données d'accéléromètre et les données GPS. Il y avait aussi des enregistrements de stations GPS qui mesurent directement le déplacement, donc, mais il faut se trouver près de la faille pour le détecter. Et cette troisième solution-là utilise les données d'accéléromètre et les données de déplacement à la surface. Elle n'utilise pas les données GPS. Et vous voyez que ces trois solutions sont assez en accord sur la zone de rupture qui a donné la rupture la plus forte, donc ici entre 5 et 8 mètres. La position de cette zone n'est pas exactement la même, dû à l'ensemble des données utilisées. Ici aussi, le modèle a été paramétrisé sur une plus grande région que dans cela, ça a peut-être joué. Et puis aussi, donc, la dépendance ou la sensibilité en profondeur de ces différentes données est différente pour ce cas-là, certainement, et ces deux-là. Ces deux-là se ressemblent plus, mais
quand on fait un problème inverse, il y a des conditionnements de ce problème. On inverse une matrice qui n'est pas inversible, donc il faut la rendre inversible, et ça implique des processus de régularisation qui vont un peu rendre la solution dépendante de la façon dont on le fait. Mais on a quand même, disons, en gros, une solution qui montre la présence de deux zones de fort glissement, une proche de la surface ici, et l'autre donc un peu plus en profondeur et un peu plus au sud. Alors, donc ça, c'est pour les modèles obtenus donc avec des données en général, soit en champ proche, comme celle-ci, soit à très grande distance, mais dans une relativement large bande de fréquence. Maintenant, il existe une autre approche qui est devenue très populaire dans les dernières 10 années, qui est celle de la rétroprojection de l'énergie radiée, donc observée au loin sur le plan de faille, et pour lesquelles on utilise des données sur des réseaux sismiques. Et cette méthode, elle marche pour des données filtrées à relativement haute fréquence, aux courtes périodes, et filtrées en bande étroite. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais l'illustrer. Et le principe, c'est qu'elle exploite la cohérence des ondes sismiques observées à travers un réseau de stations denses. Et ce genre de réseau a été développé récemment. Le réseau HyNet au Japon, qui a été développé à la suite du tremblement de terre de Kobe de 1995, je crois, c'est 15 ou 16, 15 je crois, et le réseau USRA aux USA, qui a été, excusez la faute d'orthographe, qui a été développé dans les 10 dernières années. Et donc ces réseaux denses permettent de voir la propagation du champ des ondes à travers ce réseau et donc de découvrir les différentes cohérences. Et donc on peut faire une cartographie en temps et en espace de l'énergie sismique sur la faille par rétroprojection dans la bande de fréquence considérée qui est, je répète, encore très étroite. Alors pour illustrer ceci, la première fois que ça a été appliqué, et vous avez déjà vu le film, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je crois que je vais le remontrer encore une fois. A été appliqué au séisme de Sumatra de 2004, donc le séisme de magnitude 9.2. Ici, donc, c'est simplement pour montrer la géographie. Donc, on voit l'hypocentre, ou l'épicentre, je devrais dire, puisque c'est une projection sur la surface, et la zone de rupture illuminée par la position des répliques qui sont données par les points jaunes. Donc une énorme faille qui a couvert une énorme rupture qui s'est propagée vers le nord, comme on va le voir, sur 1300 km de distance. Ici, c'est le fameux réseau d'accéléromètres, de stations courte période, de stations sismiques courte période au Japon, qui sont des stations fond de puits, qui donc ont été construites à la suite du séisme de Kobe et qui, en même temps que d'autres réseaux sismiques, les Japonais ont fait un effort énorme d'instrumentation à la suite de ce séisme de Kobe. Il y a aussi un réseau dense de GPS que je vais montrer des exemples et des mesures de déformation, aussi des tiltmètres, etc. Alors ici, ce qui est montré ici, c'est la cohérence dans un certain nombre de stations qui sont à des distances différentes donc, du séisme. Le séisme est à Sumatra, l'observation au Japon. Elles sont à des distances différentes et aussi à des azimuts différents, donc les directions changent un peu depuis Sumatra. Et vous voyez que le début, les premières 4 secondes de cet enregistrement sont très cohérents. On peut suivre chacun des pics à travers ce réseau de stations vraiment très précisément. Il y a des petites variations dans les amplitudes, mais les arrivées on peut les corréler l'une après l'autre. Et donc ceci est une indication que ceci est lié
à la source, et on peut le voir encore mieux dans cet enregistrement-là qui montre là maintenant plus de stations. Alors elles sont rangées, je ne sais pas très bien dans quel ordre, mais en tout cas on les a alignées sur l'arrivée de la première onde P. Et comment on aligne ces stations? On aligne en faisant la cross-corrélation des formes d'ondes du début, ici, des 2 premières secondes. Et donc, ceci a été fait pour montrer la cohérence, maintenant à encore plus grande échelle, à travers ce réseau, des premières 4 ou 5 secondes de l'enregistrement. Et ensuite, cette cohérence est détruite. Cette cohérence est détruite due à la propagation de la faille, cette rupture gigantesque, et aussi à des effets de structure qui ne sont pas exactement les mêmes dans toutes les stations. Alors comment ça marche? Donc on suppose que, la première, on a l'hypocentre. L'hypocentre, il est déterminé à partir des données d'arrivée, de première arrivée, donc les premières ondes, la onde P, elle est très claire et identifiable dans la plupart des stations. Et donc, à partir de ces données de première arrivée, on va pouvoir localiser l'hypocentre en temps et en espace. Et bien sûr, la rupture de la faille comprend une zone beaucoup plus étendue en longueur, enfin horizontalement et verticalement, et aussi en temps. Certaines zones vont être donc cassées plus tard au cours de cette rupture. Et donc on a l'énergie qui provient de l'hypocentre tout à fait au début, et plus tard, on a les arrivées d'énergie qui proviennent des autres parties de la rupture. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'éliminer l'effet de la structure, mais on va supposer que la seule chose qui intervient, c'est le temps de propagation des ondes qu'on regarde, en l'occurrence des ondes P. Donc on peut voir que suivant la position de la source, donc à un instant donné, donc la rupture se propage, on peut considérer qu'à un instant donné, elle est en A, à un autre instant donné, elle est en B, à un autre instant donné, elle est en C. Les ondes P se propagent à travers la Terre et sont enregistrées dans ce réseau, dans différentes stations. Suivant la distance des stations au point donné, donc en regardant par exemple le vert, on va avoir une arrivée de plus en plus tardive. Plus la distance est grande, plus l'arrivée va être tardive. Si la source est à un autre point, on va voir ces arrivées avec une pente différente, suivant la position. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça le principe de la rétroprojection. On va éliminer cette pente, on va ramener ces différents points, on va les réaligner en tenant compte du trajet, donc du temps de propagation de ces ondes qu'on va calculer dans un modèle. Donc on peut le faire. Donc pour chaque point de la surface de la faille, on sait calculer dans le modèle de Terre, certainement dans un modèle de Terre à symétrie sphérique précisément, mais même dans un modèle 3D, on peut calculer le temps de parcours. Et on va en tenir compte pour voir comment, et ensuite sommer les traces pour voir où l'énergie se concentre à chaque instant, à quel endroit de la faille elle se concentre à chaque instant. Et donc on va pouvoir faire un film. À un instant donné, on va simplement trouver la localisation de la source en cet instant donné, puis à un instant d'après, puis à l'instant d'après. Alors, c'est ainsi que, par exemple, ici, on a quadrillé, c'est toujours pour l'exemple de Sumatra, on a quadrillé donc la surface de la faille, projetée ici à la surface de la Terre. On a pris largement, ici vous avez Sumatra, la limite de plaque est quelque part ici. Et ceci vous montre, quand on somme les traces en supposant que la source est à un différent point de ce quadrillage, on somme ces traces, donc filtrées bande très étroite, c'est pour ça qu'on voit des oscillations très rapides, et vous voyez que l'énergie de la somme est à différents instants
suivant l'endroit qu'on suppose. Et donc, ça va nous permettre de localiser cette énergie. Et donc, par exemple, ici, c'est les mêmes enregistrements qu'avant, mais si on se concentre sur l'énergie qui arrive à 300 secondes ici, donc soit un peu plus de 300 secondes, environ 60 secondes après 300 secondes, ça ne fait pas 60 secondes, c'est 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. 300 secondes, c'est bien 5 minutes. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais, donc après le début de la rupture, on va voir cette énergie provenir d'un certain endroit de cette faille. Alors, pour ceux qui aiment l'expression mathématique, c'est comme ceci qu'on fait. Si on suppose qu'on connaît ou on sait calculer le temps de parcours de l'onde, du type d'onde qu'on considère, donc l'onde P, pour être plus simple, c'est surtout l'onde P qui est utilisée, depuis la source en un point xk à une station en un point xl, le sismogramme à la station L, ça va être la somme sur toutes les petites sources, ça va être la somme du glissement sur toutes les sources, donc, mais décalé en temps par la propagation entre la source et la station. Et donc c'est en gros tout ce qui entre en compte qui peut être considéré aux premières approximations comme une constante. Ensuite, on va prendre une source particulière, donc un point particulier xi, et on va déplacer chacune de ces traces en temps par le temps de parcours de la source Q à la station L. Donc on va ajouter le temps, on va déplacer, on va shifter de ce temps-là, et on va obtenir une somme qu'on va pouvoir séparer en deux termes, l'un correspondant à la source particulière petit q, c'est moins t de xiq xl plus t de xl xiq xl, j'ai inverti les coordonnées ici, ça va donner t, hein, le temps va disparaître, et donc ce terme-là va être commun à toutes les stations, et il reste ensuite la somme sur les autres points sources, sur tous les autres points sources du quadrillage, qui vont nous donner un terme avec temps plus le temps de propagation à cette source particulière, moins le temps de propagation aux autres sources de la somme. Et donc, comme on a un terme commun, on va ensuite sommer sur toutes les traces. Alors, ce terme-là est commun à toutes les stations. On va sommer sur toutes les traces déplacées, les traces shiftées, et ça va nous permettre un accès direct à quelque chose qui dépend de l'énergie radiée à partir de cette source Q, et donc au temps t. Et bon, il y a cette somme-là qui va être sommée sur toutes les stations, qu'on va considérer comme étant une sommation incohérente, et donc qu'on va supprimer parce que la somme entre tous ces termes-là va plus ou moins s'annuler, comparée à cette somme-là qui va s'amplifier. Et voilà, donc on obtient ce genre d'expression. Alors, donc, en pratique, donc ça permet de faire des films. Et ici, donc on montre à partir de l'épicentre, donc à différents temps exprimés en secondes, d'où provient l'énergie. Dans cette bande de fréquence considérée, donc la bande 1 à 5 secondes. La grille était faite sur 0,2 par 0,2 degrés, 0,2 degrés de latitude et 0,2 degrés de longitude. Et donc à partir de ces films, non seulement on a une idée de comment se propage la rupture en temps et en espace, mais ça permet aussi, donc ça c'est le film que je vous avais montré, de déterminer une vitesse de rupture moyenne, hein, puisqu'on va pouvoir voir la distance en fonction du temps. Et donc la pente va donner une vitesse de rupture moyenne qui, dans ce cas-là, a donné 2,8 km par seconde. Et aussi, en fonction du temps, l'amplitude qui représente plus ou moins l'énergie dégagée en fonction du temps, avec 3 pics
ici 3 pics principaux, un à environ 80 secondes, un autre autour de 200 et un autre autour de 300 secondes avec quelques... Et ensuite, on peut sommer tout ça pour obtenir l'énergie ou une image de l'énergie élastique totale. Je dis une image parce qu'en fait, suivant comment on fait la somme, on peut la faire linéaire ou utiliser une sommation non linéaire qui amplifie la partie cohérente et désamplifie la partie non cohérente. Il y a différentes techniques pour le faire. Et dans ce cas-là, ce qu'on obtient n'est plus exactement facile à relier à l'énergie, mais disons que ça donne une image de la distribution de l'énergie élastique totale radiée, qui ici semble être concentrée un peu au nord de l'hypocentre, dans ce cas du séisme de Sumatra. Donc, c'est une méthode très populaire à l'heure actuelle. Elle est très rapide. On peut l'appliquer pratiquement en temps réel. Il suffit d'attendre le temps que les ondes se propagent de la source vers le réseau de stations. Et tout ce dont on a besoin, c'est de connaître l'hypocentre et bien sûr avoir un modèle de Terre pour calculer ces temps de parcours qu'on va enlever pour ramener à la source. Et on obtient donc cette image. Mais donc, il faut savoir que l'image qu'on obtient est incomplète. D'abord, on voit l'énergie dans une bande de fréquence très étroite. Et c'est difficile à faire en large bande parce que il faut donc, pour l'instant, c'est très simple quand il n'y a que le temps de propagation à enlever, à soustraire. Mais si vous regardez en large bande, il faut vraiment rétropropager toutes les formes d'ondes et ça devient très compliqué et très lourd. Donc c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on y travaille. Il y a des chercheurs qui s'efforcent de rendre cette méthode plus valable dans des bandes de fréquences plus larges. Il y a aussi le fait qu'à courte période, on peut isoler ces arrivées plus facilement qu'en large bande où elles vont se chevaucher. Et donc, bien sûr, ça dépend du modèle de Terre utilisé pour la rétroprojection. Si le modèle n'est pas vraiment suffisamment bon, on va créer des structures artificielles dans la solution. Et pour les séismes superficiels, on a très peu de résolution en profondeur, donc on peut voir la distribution d'énergie de la rupture projetée sur la surface, mais pas vraiment comment elle s'est déplacée en profondeur. Et donc ces différentes sources d'erreur rendent les images peu fiables du point de vue quantitatif. Mais ceci dit, elles donnent déjà une bonne idée. Alors j'illustre ça sur un autre exemple, c'est celui du séisme donc du Japon de 2011, ce fameux séisme de Fukushima, où on compare 3 solutions donc, obtenues par la méthode plus standard d'imagerie de la source large bande que je vous ai présentée auparavant, et donc 3 solutions par 3 auteurs différents, et une solution de rétropropagation, rétroprojection. BP, c'est pour back projection en anglais, qui donc utilise uniquement ces propriétés de rétropropagation du temps d'arrivée dans une bande de fréquence autour de 1 seconde, disons. Et vous voyez, c'est en fait intéressant parce que l'image de la source obtenue est différente. Ces modèles-là se ressemblent, alors ils se ressemblent autant que se ressemblaient les modèles que je vous avais montrés pour le séisme de Chichi au Taïwan. Il y a quelques petites différences, mais pas mal de ressemblances aussi à la fois du point de vue temporel, quand a lieu le glissement le plus fort, et aussi sur la distribution spatiale de ce glissement. Par contre, on voit tout de suite que ce modèle obtenu par rétroprojection montre une image un peu complémentaire, où on voit l'essentiel de l'énergie provenant de plus grandes profondeurs. Alors là, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que ce sont des images projetées sur l'horizontale, mais
la faille sur laquelle a eu lieu ce séisme, elle plonge vers l'ouest. Donc ce point-là est plus profond que ce point-là. Donc ceci indique que l'énergie de haute fréquence a été radiée d'un point plus profond de la faille que l'essentiel de l'énergie large bande. Et donc l'énergie large bande, ça inclut les très longues périodes. Et on va y revenir quand on parlera de ce séisme, car c'est une caractéristique très importante qui a beaucoup étonné donc au début. C'est le fait que le point de radiation de l'énergie à haute fréquence est très différent de celui des basses fréquences. Alors, donc là, je vais passer aux exemples proprement dits, donc étudier ces séismes en plus des détails de Sumatra de 2004 et du Japon de 2011. Alors d'abord, je vous rappelle quelques détails sur les coupes à travers une zone de subduction. Donc ça, ce serait donc dans le cas de Sumatra, il faudrait renverser parce que la subduction est plutôt vers le nord-est. Ceci est un schéma qui s'applique plus facilement au cas du Japon, mais le principe est le même. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est donc la plaque océanique, dont ici on représente simplement la croûte. La plaque est plus épaisse, elle a une partie mantélique, plonge sous la plaque continentale. En arrière, il y a un arc volcanique, c'est un schéma tout à fait classique, et il y a ce prisme d'accrétion qui représente tous les sédiments qui ont été décapés de la plaque océanique, avec aussi peut-être contribution depuis la plaque continentale, qui vont constituer une zone de plus molle, disons, de cette zone de subduction. Ça va jouer un rôle, ça joue un rôle important, bien sûr, dans les propriétés mécaniques, suivant la position à laquelle on se trouve le long de la zone de subduction. Alors, ici, c'est un exemple, pour un séisme comme... D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on va regarder, où l'initiation de la rupture se produit à plus grande profondeur et la rupture se propage ensuite vers les plus faibles profondeurs. Mais ça, on verra plus en détail plus tard. Alors, comme ces deux séismes sont des séismes qui ont provoqué des très forts tsunamis, j'ai pensé que j'allais passer quelques minutes pour rappeler ce qui se passe lorsqu'un tsunami est engendré par un séisme. Alors, donc vous avez un séisme de zone de subduction, donc où la partie qui est au-dessus de la faille se monte par rapport à la partie en dessous. Donc, dans cet exemple-là, ce serait cette partie-là au-dessus qui va monter et celle-ci descendre. Et donc, il va y avoir donc une modification des fonds marins avec un surélèvement du fond marin qui lui-même va provoquer un déplacement d'eau vers le haut. C'est donc pour cela, dans les zones de subduction, on a des séismes qui sont souvent donc sous l'eau, dont la rupture est sous l'eau, et qui donc ont des mécanismes qui vont surélever un des côtés de la faille, donc qui est le cas le plus avantageux, si j'ose dire, pour créer un déplacement d'eau vers le haut, qui va donc ensuite, par gravité, vouloir s'étaler. Et donc, c'est à ce moment-là que se crée une vague, ou une série de vagues, qui vont donc se propager à travers l'océan. Alors, donc, elles se propagent dans l'océan profond, elles se propagent assez rapidement, avec des vitesses qui sont en gros la racine carrée de GH, où G est l'accélération de la gravité et H est l'épaisseur de la couche d'eau. Donc, voilà. Et donc elles peuvent atteindre des vitesses de plus de 500 km/h. Ceci dit, ce sont des vitesses très lentes par rapport aux vitesses des ondes sismiques, puisqu'on compare ici 500 km/h à
des vitesses, par exemple pour les ondes de surface, des vitesses typiques, c'est 4 km par seconde, les ondes de volume encore plus rapides. Donc vous pouvez faire le calcul, un ordre de grandeur plus lent que les ondes sismiques. Donc ça fait penser qu'il y a là une opportunité pour l'alerte, bien sûr, dont nous reparlerons plus tard. Et donc ensuite, quand la vague s'approche de la côte, elle va, comme la côte remonte, puisqu'on revient sur la terre ferme, donc le fond marin remonte, l'hauteur, l'épaisseur de la couche d'eau diminue, et donc pour conserver l'énergie, en fait, ce qui va se passer, c'est que la vague va rétrécir en longueur d'onde, mais aussi s'élever à une plus grande hauteur et se ralentir. Et donc, à la fin, on a une succession de vagues qui s'écrasent sur la terre submergée. Et très souvent, la première est en fait un retrait de l'eau qui, malheureusement, quand les gens ne sont pas prévenus, provoque une énorme curiosité et bien sûr beaucoup de fatalités, qui était déjà connu au temps du séisme, après le séisme de Lisbonne de 1755. Alors, donc ici, c'est simplement pour montrer le changement de longueur d'onde de la vague et ses vitesses en fonction de la profondeur du sol ferme, sous l'eau. Donc, avec des vitesses qui se ralentissent au fur et à mesure, et aussi des longueurs d'onde de plus en plus courtes et des vagues de plus en plus hautes. Alors, commençons par le séisme de Sumatra. Donc, je ne vais pas montrer les horribles images, vous les avez vues, vous pouvez les regarder sur Internet autant que vous voulez, mais c'était une tragédie phénoménale avec plus de 200 000 morts, essentiellement due au tsunami. Le tsunami est allé assez loin dans les terres. Ici, c'est une image en Thaïlande d'un bord, donc d'une côte avant et après le séisme, montrant la dévastation de la côte, et aussi la surélévation ici qu'on voit dans les îles Andaman, dans la région des îles Andaman au nord de Sumatra. Certaines parties de la zone de la terre ferme ont été surélevées de plusieurs mètres pendant ce séisme, ce qui donne des informations sur le processus de la rupture, bien sûr. Alors, le contexte tectonique, nous avons est dominé dans cette région, ici approximativement la localisation de ce séisme. Nous sommes dans une zone de subduction avec une convergence oblique. La convergence n'est pas perpendiculaire à la zone de subduction, mais très oblique, ce qui complique les choses. C'est essentiellement dominé par le mouvement de l'Inde qui vient s'incruster dans l'Eurasie le long de l'Himalaya, avec ensuite extrusion du matériau en arrière, donc compression et extrusion vers l'est. C'est un modèle, le Molnar-Etaponier proposé en 1977, mais qui semble assez bien tenir la route jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de systèmes de failles. Tout ce qui est subduction est montré par ces triangles noirs, et les failles en décrochement, donc les mouvements horizontaux, sont montrés par les flèches vertes ici, avec un certain nombre de très grandes failles de décrochement ici, en Asie du Sud-Est en particulier, et au nord du Tibet, le long de la faille de l'Altintag. L'effet se prolonge très au nord, en Mongolie et en Sibérie. Alors, ce séisme, voyons du point de vue historique, dans cette région, qu'est-ce qu'on connaissait ? On connaissait, il y avait eu des séismes au XIXe siècle, et en particulier 2 séismes de magnitude presque 8, 7,7 et 7,9
en 1880-1941, donc même au XXe siècle. Ici, dans la partie nord de la faille, ici, ça c'est les hypocentres ou les épicentres plutôt du séisme de 2004 et celui de mars 2005 parce qu'il a été suivi par un séisme de magnitude 8,7 en mars 2005 qu'on appelle le séisme de Nias et qu'il faut prendre en compte. Ensemble, ils ont fait une rupture de plus de 1600 km. Et on a aussi connaissance de deux énormes séismes de 1861-1833 plus au sud qui, on le sait, ont donné lieu, ont engendré des tsunamis de plus de 5 à 10 mètres de hauteur. Cette zone-là est donc à l'heure actuelle une zone qui crée des inquiétudes sur, disons, la possibilité d'une répétition de ruptures très fortes, non seulement le long de cette zone-là, mais aussi au sud. Par contre, comme on le verra, la rupture s'est atténuée vers le nord et on pense que plus au nord, les propriétés des zones donc de limite de plaque et propriétés mécaniques font que ces zones ne sont pas aussi propices à des très forts séismes. Mais bon, ça c'est ce qu'on pense aujourd'hui, il faut faire attention à ce genre de projection. Alors, donc ici, simplement d'abord un résumé, une zone de rupture de 1300 km, ici illuminée par les zones de réplique, donc projetées sur la surface. Une magnitude qui au début avait été, certaines études donnaient une magnitude 9, certaines jusqu'à 9,3, et on est arrivé finalement à une estimation de 9,2. La raison pour les différentes magnitudes, vous allez la voir tout de suite, en particulier à cause des différentes bandes de fréquences utilisées par les différentes études, mais aussi parce que la faille, en fait, était une faille presque horizontale, un pendage très faible, de l'ordre de 10 à 15 degrés au sud, comme est manifestée ici cette balle de plage qui correspond à la solution CMT, donc centroïde de Harvard, qui montre, si vous vous souvenez, ici deux plans possibles, un plan presque vertical, celui-ci, et un plan presque horizontal. Alors, étant donné la géométrie de la subduction qui est vers l'est, c'est ce plan-là qui est le plan de faille, donc un plan extrêmement peu, avec un pendage très faible. Et lorsque le pendage est très faible, il y a beaucoup de trade-off entre le moment sismique et le pendage de la faille. C'est très sensible, ce qui peut expliquer certaines différences dans les déterminations. Le glissement a atteint 15 à 20 mètres par endroit et une durée de rupture un peu inférieure à 600 secondes. Donc c'est considérable. 10 minutes de rupture, c'est vraiment extrêmement long. Alors, si on peut comparer ce séisme-là à celui d'Alaska, qui donc avait eu lieu en 1964 et pour lequel la magnitude était donnée à peu près la même. Alors à l'époque, il y avait beaucoup moins de données. Ça va être aussi un point très important sur lequel je vais insister, mais en regardant les données donc de l'époque, en réexaminant ces données à partir du moment où on a développé les outils de détermination du glissement sur les failles, on a pu déterminer des modèles assez grossiers, mais ici vous avez les glissements en mètres dans différentes parties de cette faille. Donc ici c'est la plaque pacifique qui plonge sous l'Alaska et donc qui est la cause de ce séisme. Et si on compare avec la zone de réplique du séisme de Sumatra, mise à l'envers ici, on voit une zone relativement en correspondance. Alors, ce qui est en dessous, je le montre ici. Je voulais le montrer parce que cette zone donc, de réplique de séisme de Sumatra correspond à peu près à la longueur de la zone de subduction actuellement dans le nord-ouest des États-Unis, le sud du Canada,
Ici, vous voyez, ça c'est la Californie, l'Oregon, les États de l'Oregon et de Washington, les volcans des Cascades, la chaîne de volcans des Cascades. Et ici, vous avez une zone de subduction où les petites plaques ici, la plaque de Juan de Fuca, plonge sous la plaque nord-américaine. Et là, on a connu, le dernier séisme très fort connu est un séisme qui a eu lieu en 1700, dont on connaît l'existence d'une part par voie orale, disons, les légendes des Indiens de l'époque, enfin des Indiens de cette région, et aussi par les enregistrements de tsunamis faits au Japon. C'est intéressant, je pense que je n'aurai pas le temps d'en parler plus, donc je le dis maintenant, c'est qu'il y a des enregistrements donc, de marégraphes au Japon de l'époque qui ont permis de déterminer que le séisme, d'abord la taille énorme du séisme à partir de la taille du tsunami, et par rétroprojection aussi, enfin, en retournant les ondes de tsunami pour voir où le séisme a pu avoir lieu, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs endroits possibles autour du Pacifique, mais les autres endroits étaient peuplés et peuplés avaient disons, il y avait des écrits à cette époque déjà, et personne n'a parlé de séisme à ce moment-là. Et la seule possibilité qui restait, c'était un très fort séisme dans cette région du nord-ouest des États-Unis, qui, donc, on avait estimé, la magnitude inconnue, mais certainement supérieure à 8, qui donc était corroborée par ces légendes, et aussi depuis par des études géologiques, de datation de couches sédimentaires et aussi d'effets sur les arbres, sur la croissance des arbres, sur les différentes couches de croissance des arbres. Et donc actuellement, on n'a pas eu de séisme depuis 1700 dans cette région. C'est une zone de subduction active avec des volcans actifs. La sismicité est assez faible, qui pourrait indiquer qu'il y ait un couplage fort, et donc c'est une grande inquiétude pour cette région, en plus des inquiétudes qu'on peut avoir sur la région de Californie, qui, elle, correspond à un régime tectonique différent, puisque c'est un régime en faille décrochante, le long de la faille de San Andreas. Alors, revenons au séisme de Sumatra. Le séisme lui-même n'a pas été ressenti très fort, s'il a été ressenti très fort à Banda Aceh, qui est aussi l'endroit qui a été le plus le premier atteint par le tsunami. Ça, on le voit dans des films, vous pouvez le voir sur Internet, comment les gens étaient secoués. Il y a eu, mais disons, l'intensité recueillie à partir des informations de ce site que je note parce que c'est un site très, très intéressant qui est donc de l'US Geological Survey qui donne la possibilité à chacun d'indiquer ce qu'il a ressenti au cours d'un séisme, et ça donne la possibilité de créer des cartes d'intensité sismique, donc à partir de là. Donc, vous voyez, ressenti tout de même tout autour de l'océan Indien, mais rien par rapport aux effets du tsunami. Alors, par contre, le tsunami, donc, il s'est propagé avec ses vitesses plus lentes et a atteint différents endroits à différents temps. Par exemple, l'Inde, 2 heures après l'initiation de la rupture, et ça a continué jusqu'aux côtes du Sri Lanka et de l'Afrique. Nous en reparlons. Alors, la différence entre l'Alaska et donc ça c'est une photo qui date du séisme d'Alaska, de l'effet du tsunami correspondant. Et donc, ce qu'on a pu faire pour étudier la source du séisme de Sumatra, c'est la quantité et la qualité des données. À l'époque du séisme d'Alaska, il n'y avait que des données enregistrées photographiquement ou sur papier.
et le nombre de stations n'était pas très considérable. La qualité des données n'est pas énorme. Bon, on a pu reconstituer, ceci dit, un diagramme de radiation de la source sismique, et donc à partir de ces données, je voulais les montrer, mais tout ça, c'est des données digitalisées, numérisées de ce séisme. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, dans les années, en commençant au début des années 80, essentiellement, presque partout, on a installé des stations numériques, très large bande, de très haute qualité, dans de nombreuses stations autour du globe. Alors, si je montre de ce qu'on appelle la fédération des stations sismiques large bande, qui est une collection de données rassemblées dans un centre de données accessible publiquement, d'ailleurs, en temps pas tout à fait tout en temps réel, mais actuellement une grande partie de ces données sont accessibles en temps réel, et qui est c'est une collaboration de différents réseaux développés par différents pays du monde, et dont en particulier la France avec le réseau Geoscope auquel j'ai contribué, puisque c'est moi qui ai initié, mis en route ce réseau pendant les 10 premières années. Ça a commencé en 1982. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ici, vous voyez ça, c'est une station fond de mer qui avait été installée au milieu entre Hawaï et les États-Unis, mais qui n'a fonctionné que pendant 1 an, et la réparation coûtant $1 million, on n'a pas donné suite. Mais c'est pour indiquer qu'au moment de Sumatra, il y avait toutes ces stations donc, digitales, donc numériques, large bande, qui fonctionnaient, qui ont pu produire des enregistrements de très haute qualité de ce séisme. En particulier grâce à des sismomètres de très haute qualité qu'on appelle les STS-1, parce que du nom du constructeur, et avec une faute d'orthographe ici, parce que c'est Streckheisen avec un R. Donc le concept, c'est Erhard Wieland, et tous les deux ont développé ces sismomètres au milieu des années 70. Ce sont des sismomètres qui sont basés sur un principe de balance de force, c'est-à-dire qu'on maintient la masse en position fixe en y appliquant un certain nombre de forces pour contrebalancer les effets des accélérations du sol, et donc qui permet d'avoir une très grande dynamique. Un des problèmes des données précédentes, des données par exemple de l'Alaska et d'autres séismes qui ont suivi, c'est que les données saturent, c'est-à-dire que vous avez des enregistrements qui, enregistrés sur papier, le papier a une certaine largeur, et donc si l'amplitude est plus grande, ça sature, vous ne pouvez plus savoir quelle est l'amplitude réelle de l'enregistrement. Et ça dure pendant des très longues minutes ou heures même pour des très forts séismes. Alors bon, je n'entre pas dans les détails de cette construction, mais c'est bien documenté. Et donc, pour le séisme de Sumatra, on a des données de qualité vraiment extraordinaire. Ici, je donne un exemple. Tiré d'un article, il y a eu toute une série d'articles dans Science et Nature dans l'année suivant ce séisme, dans les 6 mois en fait suivant ce séisme. Ceci grâce au fait qu'on ait pu avoir les données relativement rapidement, mais encore une fois beaucoup moins rapidement que pour le séisme du Japon, dont je parlerai plus tard. Alors ici, c'est pour montrer les ondes de surface enregistrées pour le séisme de 2004, donc le séisme de magnitude 9.2, le séisme de Nias, donc celui qui a eu lieu 5 mois plus tard, un peu plus au sud et un peu plus faible en magnitude, mais encore un très gros séisme. Donc vous voyez ici les épicentres, et avec aussi les ballons de plage de nombreuses répliques de ces séismes. Et vous voyez que
pour ce séisme, bon, les formes d'ondes ne se ressemblent pas exactement, elles ne sont pas au même endroit, mais vous voyez la différence d'amplitude. Mais tout de même, ce qui est frappant, c'est qu'ici, on est à 130 degrés, donc environ presque 14 500 km de l'épicentre. C'est une station en Californie du Sud, Pasadena. Et vous voyez que l'amplitude est supérieure au centimètre, même à cette grande distance. En fait, les amplitudes ressenties dans le monde entier pour ce séisme ont atteint ou dépassé le centimètre. Des amplitudes encore très grandes pour le séisme suivant, mais pas aussi grandes. Et ça, c'est simplement une comparaison pour un autre séisme, mais de magnitude un peu plus faible, où on voit la différence. Enfin, ces ondes de surface, non seulement elles sont de très grande amplitude, mais on voit des ondes de surface de période. Hein, si vous prenez la distance entre deux ici deux nœuds, on voit facilement qu'on voit des énormes ondes de surface de période autour de 500-600 secondes, qui est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou qu'on n'avait pas vu jusque-là. Alors, la directivité de la source est absolument évidente. Je vais vous montrer les exemples. Ici, donc, on va regarder deux stations. Une station dans cette direction-là, vers le sud-est. RPN, c'est dans l'île de Pâques. Et une station vers le nord, un peu nord-ouest, Aru, qui est en Asie, plus au nord, en Asie. Et donc on va regarder les ondes de surface, donc c'est l'énergie à relativement longue période, je sais pas, une période centrée sur la période de 240 secondes. Alors ces ondes de surface, ici regardons ce petit schéma ici, on a ici la source, donc l'épicentre. Les ondes de surface se propagent le long de la surface de la Terre, elles circulent dans toutes les directions, donc le long du grand cercle, du plan qui contient la source, la station et le centre de la Terre. On va voir arriver successivement des trains d'ondes de surface. Le premier, qu'on va appeler R1 pour les ondes de Rayleigh observées sur la composante verticale, s'appelle les ondes de Rayleigh. Ces ondes de surface s'appellent les ondes de Rayleigh. Ensuite, on va voir arriver le train d'ondes qui a fait le tour par l'autre côté de la Terre, qu'on appelle le train R2. Ensuite, on va voir arriver le train R3 qui va dans la même direction que R1, mais qui a fait un tour de plus de la Terre, etc., etc. Et ces trains d'ondes, pour les très forts séismes, continuent pendant de longues heures. Et donc, vous voyez ici, à la station Aru, donc vers le nord, on va comparer l'enregistrement du séisme de 2004 avec celui de mars 2005, donc un peu plus petit, un peu plus au sud, le séisme de Nias. Vous voyez que celui-ci, on va commencer par celui-ci, on voit le train R1, ensuite le train R2, donc qui a fait le tour par l'autre côté, le train R3 qui fait un tour de plus de terre que le train R1, qui arrive, ça c'est le temps en secondes, hein, donc vous voyez ici 1 heure, c'est très longtemps. Il y a de l'énergie ici qui correspond à d'autres types, ce qu'on appelle les harmoniques, des ondes de surface, peu importe. Mais vous voyez, bon, déjà ici, ce à quoi on s'attend, parce que la Terre n'est pas complètement élastique, c'est plus la propagation est longue et plus l'amplitude va être réduite. Alors cet exemple n'est peut-être pas idéal, puisque le train R2, qui pourtant a parcouru une distance plus grande que le train R1, on est ici à une distance de 6700 km, et à peu près la même amplitude que le train R1, donc ça c'est déjà pas tout à fait normal, mais vous voyez que le train R3 est une amplitude plus petite. Vous regardez l'enregistrement correspondant pour le séisme de 2004, et le train R2 a complètement disparu. Bon, les deux séismes ne sont pas au même endroit, mais vus de loin, ils sont presque au même endroit. On s'attend quand même à voir une succession d'ondes similaires. Là, il a complètement disparu. Donc on voit une amplitude très forte de R1, du train R1, pas d'amplitude du train R2 et une amplitude du train R3 qui, en fait, est plus forte que ce qu'elle devrait être. Enfin, notez ici que les amplitudes ici sont d'un ordre de grandeur plus grand pour ce séisme que pour celui-là, hein, comparativement, qui est en accord avec la différence des moments sismiques. Maintenant, on va regarder vers le sud.
donc au sud-est, et on voit l'inverse. Alors, bon, cette station est à plus grande distance, donc les deux trains vont être plus proches en temps, puisque la distance du train R1 et cette station est, disons, ici, donc la distance parcourue par le train R1 est plus proche de la distance parcourue par le train R2. R2 a une distance un peu plus longue, mais pas beaucoup plus longue, donc il est plus rapproché en temps du train R1 que dans la station précédente, qui était à seulement 6000 km. Mais vous voyez que le train R2 est beaucoup plus grand que le train R1. Donc, le train qui est parti vers le sud a une amplitude beaucoup plus grande que le train qui est parti vers le nord. C'est pas normal, ça. Ceci correspond plus à ce à quoi on s'attend. C'est un effet énorme qui est un effet de directivité. Encore une fois, l'amplitude va être plus forte pour tout ce qui se propage vers le nord. Donc, dans la station précédente, le train R1 et le train R3, et va être beaucoup. Pour la station, celle-ci, ça va être le train R2, hein, qui va aller vers le train R2, il va partir par ici et faire le tour de la Terre jusqu'à la station. Donc, il va être plus fort que le train R1. Donc, voilà. Donc, c'est un effet de directivité visible à l'œil nu de manière extrêmement frappante. Alors, maintenant, un peu une chronologie de ce séisme. Après le temps initial de la rupture, l'hypocentre, qui a été déterminé rapidement et déjà de manière, disons, en temps presque immédiatement, parce que déjà à l'époque, beaucoup de stations étaient reliées par télémétrie au centre d'analyse de l'USGS aux États-Unis, l'US Geological Survey. Donc, au bout de 15 minutes, 15 minutes parce qu'il faut le temps de la propagation des ondes dans différentes stations lointaines, et il faut un petit peu de temps pour le calcul, il détermine une magnitude MB, basée uniquement sur les premières arrivées, donc pour aller vite, de 6,2. Vous vous souvenez que la magnitude MB n'est pas une très bonne mesure de la magnitude parce qu'elle sature très vite pour les très gros séismes. Ensuite, un peu plus tard, l'USGS produit une magnitude des ondes de surface. Donc les ondes de surface se propagent plus lentement, donc il faut attendre un peu plus longtemps pour les avoir. Et ils obtiennent une magnitude MS de 8,5. Souvenez-vous aussi que la magnitude MS, elle sature à partir autour de 8, un peu plus de 8. Donc une magnitude de 8,5, alors à ce moment-là, il y a une alerte internationale, en particulier l'alerte du Pacific Tsunami Warning Center qui se trouve à Hawaï. Alors là, j'aurais dû en parler avant. Ce centre d'alerte de tsunami, lui, existait depuis longtemps. Il existait depuis la série de très forts séismes dans les années 60, autour du Pacifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé. Il y a eu le séisme du Chili de 1960, magnitude 9,5, le séisme d'Alaska de 1964 de magnitude 9,2. Il y a eu aussi un séisme dans Kamtchatka très fort et quelques autres séismes dans le nord-ouest Pacifique et les Aléoutiennes, qui ont tous produit des tsunamis qui traversent l'océan Pacifique, qui proviennent de différentes directions, du Chili, de l'Alaska, etc., et qui arrivent à Hawaï, et qui systématiquement vont submerger certaines parties de Hawaï, et en particulier dans la région de la ville de Hilo, disons une région peu élevée qui depuis a été transformée en parc. Mais donc, après ces séismes, a été construit ce centre d'alerte pour les tsunamis qui pendant longtemps, a surtout, été très dépendant de ces mesures de détermination automatique par les ondes P, et non seulement de la magnitude, mais aussi du type de séisme, parce que donc, le type de séisme qui est le plus propice à l'engendrement, à la génération des tsunamis, ce sont les zones soit des failles de subduction, donc qui vont
créer un mouvement du sol vers le haut, sous l'eau, mais aussi parfois il peut y avoir des glissements de terrain qui peuvent aussi provoquer des tsunamis, mais bon, et parfois des failles normales, hein, où vous avez la partie du haut de la faille qui descend, mais qui va aussi changer disons, la topographie du fond marin et donner lieu à une impulsion, à une vague. Mais disons, le mécanisme le plus dangereux, c'est celui malheureusement de ces très gros séismes d'interface de zones de subduction. Voilà. Alors, peu de temps après, il y a eu déjà, à l'époque, donc 2004, on avait déjà ces modèles de glissement. Modèle de glissement rapide, c'est le modèle a été déterminé rapidement, donc par les méthodes Largemont qui avaient été déjà déterminées et qu'on commençait à faire en temps quasi réel, qui a déterminé une durée de rupture de 200 secondes sur une longueur de faille de 300 km et une vitesse rupture moyenne de 2 km par seconde. Et la détermination rapide de la solution de Harvard du centroïde qui a annoncé une magnitude de MW de 9.0. Il fallait attendre celle-ci pour avoir la magnitude MW. Et on va voir, elle a été sous-estimée. Enfin, je vous en ai déjà parlé. Alors au début, il y a eu une controverse sur la longueur de la rupture. Les ondes de volume et les temps de parcours des tsunamis, qui on a aussi pu déterminer, plus tard bien sûr, mais disons que quelques jours après le séisme, donnaient des longueurs de rupture n'excédant pas 600 à 800 km, alors que les enregistrements haute fréquence, donc ceux qui ont donné lieu à cette rétropropagation, qui étaient faites rapidement aussi, quelques semaines, disons, après le séisme, donnaient des longueurs de rupture beaucoup plus grandes. Et donc, depuis, tout ça a été réconcilié et rassemblé. Et donc, on sait maintenant que la longueur de rupture effective était plutôt de 1300 km et une magnitude 9.2. Et une question qui se pose, et qui se pose peut-être encore, mais bon, qui depuis a été réanalysée, est celle de savoir si la source du tsunami est la même que la source du séisme, c'est-à-dire est-ce que c'est la même partie de la rupture qui a donné lieu au tsunami que celle qui a donné lieu aux enregistrements sismiques, enfin au tremblement de terre lui-même. Alors, bon, je ne vais peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ça, c'est un poster qui a été publié par l'US Geological Survey très rapidement après ce séisme. Donc, une image préliminaire du glissement sur la faille. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est que ici, c'est la longueur le long de l'intersection de la faille avec la surface. Donc ça, c'est vers le nord, un peu vers le nord-ouest, cette direction-là. Et ça, c'est dans la direction du pendage de la rupture. Donc c'est presque horizontal. Mais donc ça couvre enfin, une profondeur jusque vers 40 km, sachant que la faille était très peu pentue. Et donc il trouve un glissement maximum autour de 150 km au-delà de l'hypocentre, qui est ici, et un glissement maximum plus superficielle que l'initiation de la rupture. Donc ça, c'est un premier point. La rupture commence assez profondément, se propage vers le haut et donc provoque un glissement important à des profondeurs plus faibles. Et ensuite, un autre endroit où il y a eu... Bon, mais ça, c'est un modèle préliminaire, c'est simplement pour vous montrer ce qu'on était capable à l'époque de faire avec 15 enregistrements télésismiques d'onde P et 13 enregistrements télésismiques d'onde S, les premières arrivées des ondes S, avec une bonne distribution autour de la source, une distribution azimutale. Et donc, voilà. Donc ensuite, ça c'est le même modèle, mais vu maintenant projeté un peu mieux dans la géométrie de la source. Ici c'est la fosse, ici de Sumatra, ça c'est le bout de l'île de Sumatra.
avec l'hypocentre, cette région de fort glissement, et la région de glissement important un peu plus au nord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire encore? Oui, donc ils avaient remarqué que au-delà, il y avait une courbure dans la zone de subduction et que peut-être il fallait tenir compte de cette courbure dans la description de la rupture, qui au départ était une description simple sur un plan de faille rectangulaire, donc sans changement ni de direction ni de pendage. Ah, voilà, ça c'est l'hypocentre et le centroïde qui avait été déterminé au départ par la solution de Harvard de CMT, que je vous avais dit qu'elle n'était pas correcte, cette solution, parce qu'elle était faite avec des ondes sur une bande limitée de fréquence et avec l'hypothèse d'une source ponctuelle. Et cette hypothèse était bien sûr pas valable. Oups, ça bon, ça c'est bon, je passe là parce que je pense que je passe un peu trop de temps là-dessus. Mais donc, alors, ce qu'on voit à haute fréquence. Alors, à haute fréquence, on voit très bien. Ici, on va regarder ici. C'est d'abord ce petit schéma-là qui montre les ondes. Alors, à haute fréquence, ici, je pense que c'est autour de 2 à 5 Hertz. Oui, ici, filtré ici de 2 à 4 Hertz. Et ici, donc observé en large bande, hein, donc l'enregistrement brut. À une distance de 64 degrés, c'est pour montrer, d'une part, qu'on a sur la durée de la source, qu'on va après déterminer être de l'ordre de presque 600 secondes, on a non seulement l'arrivée de l'onde P, mais d'autres ondes, celle qui s'est réfléchie à la surface de la Terre, celle qui s'est réfléchie 2 fois à la surface de la Terre, PPP, et donc ça complique, ces arrivées compliquent l'analyse de ces enregistrements, alors que quand on filtre à très haute fréquence, parce que la Terre est atténuante et elle atténue les hautes fréquences plus vite qu'elle n'atténue les basses fréquences, en fait, on élimine ces énergies qui arrivent plus tard. Et donc, on a une image peut-être plus nette, plus propre de la rupture elle-même. Ici, c'est des enregistrements dans différents azimuts, donc de l'énergie à haute fréquence. Alors, ce n'est pas l'enregistrement lui-même, c'est l'enveloppe de l'enregistrement. C'est donc prendre l'enregistrement et prendre simplement, suivre les amplitudes au cours du temps. Hein, donc, on enlève les signes et on obtient l'enveloppe. Et pour montrer la durée observée de ce train d'onde de haute fréquence, et montrer aussi sa directivité, qu'on voit très bien, puisque la longueur de cette signature de la rupture est plus grande dans les azimuts de 180 degrés, donc vers le sud, qu'elle n'est vers le nord, hein, à 0 et 360 degrés. Il montre encore une fois, à l'œil nu, la directivité très forte vers le nord. Ici, c'est l'enveloppe du signal donc sommée sur l'ensemble de ces enregistrements, comparée à des enveloppes plus classiques pour des séismes plus faibles. Je ne sais pas de quelle magnitude exactement, mais je pense qu'ils n'ont pas plus de 6 ou 7 de magnitude, pour montrer l'énorme quantité d'énergie dégagée au cours de ces séismes. Alors, ce qui est très intéressant, pour moi en particulier, mais qui a été très intéressant pour les sismologues. Malheureusement, bien sûr, c'était une tragédie humaine, mais pour les sismologues, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a pu enregistrer pour la première fois des modes propres de la Terre de manière très propre, les modes propres de vibrations propres de la Terre de très basse fréquence. Ici, c'est des fréquences en millihertz, hein, donc 10 puissance moins 3 Hertz, qui correspond à des périodes de plus de 2000 secondes. Enfin non, plus de 1000 secondes ici. Hein. Ici, 1 millihertz, c'est 1000 secondes. Donc ici, on est à plus de 1000 secondes de période. Ce sont les vibrations propres, donc les vibrations de la Terre qu'on peut déterminer en prenant la transformée de Fourier, en regardant dans l'espace spectral
on prend un très très long enregistrement de plusieurs jours. Ici, je pense que c'est même plusieurs dizaines de jours. Je n'ai plus la durée exacte. On a pris la transformée de Fourier qui nous a fait apparaître ces pics qui sont les pics caractéristiques de la Terre, ce sont les vibrations propres. Et la vibration propre de période la plus longue, qui a 54 minutes, c'est ce mode. Ces modes ont des noms qui dépendent c'est des modes stationnaires, donc qui vont dépendre du nombre de points stationnaires à la surface de la Terre et en profondeur. Celui à la surface de la Terre, c'est ce chiffre-là qu'on appelle L, et celui-ci, c'est le nombre de nœuds, de points où il n'y a pas de mouvement à l'intérieur de la Terre. Donc ces mouvements de ces modes sont indiqués ici par ces schémas. Ce mode 0S0, c'est le mode qu'on appelle en anglais le breathing mode, c'est le mode où la Terre se contracte et se redilate périodiquement. Et ce qui est aussi le plus intéressant, c'est que non seulement ces modes ont été observés, parce qu'on les avait observés avant, mais avec des amplitudes qui sortaient du bruit de fond beaucoup moins fort. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je n'ai pas entré dans les détails sur ce diagramme, mais aussi on a observé ce qu'on appelle le splitting de ces modes. Si la Terre était parfaitement à symétrie sphérique, on verrait un seul pic correspondant à un de ces modes, mais comme la Terre est en rotation et qu'elle est aussi hétérogène, elle a une forme un peu elliptique, il y a des hétérogénéités de structure à l'intérieur, chacun des pics en fait, contient un certain nombre de raies qui dépendent de cet ordre angulaire ici. Donc pour 2, ça va être, pour L, un angle angulaire L, il va y avoir 2L plus 1 ray, 2L plus 1 ray, c'est-à-dire 5 ici, 7 ici, etc. Et on a pu les observer tous à l'œil nu, disons, sur des enregistrements uniques pour la première fois, grâce à ces enregistrements de très haute qualité, large bande. Et là, je montre pour le mode 0S3, donc L égale 3, il est composé de 2L plus 1 siglet. Si vous connaissez, si vous avez fait de la mécanique quantique, c'est comme le splitting de l'atome d'hydrogène dans un champ magnétique. Mais c'est un peu la même chose. Ici, on voit les 7 raies du mode 0S3, ce qui est absolument extraordinaire. Alors, dans différentes stations, elles vont être exprimées avec des différentes amplitudes qui dépendent de la position de la station par rapport à la source et du diagramme de radiation. Mais voilà. Alors, ceci dit, bon, ça c'est une curiosité, mais ce n'est pas seulement une curiosité, parce qu'on peut utiliser ces données pour étudier à la fois la structure de la Terre, mais aussi la source, et c'est ainsi qu'ils ont été utilisés pour déterminer le moment sismique de la source à très longue période. Et donc ces auteurs ici, Stein et Ocal, ont publié un article en 2005 dans Nature où ils ont regardé, ils ont mesuré le moment sismique à partir de chacun de ces différents modes de très basse fréquence. Et ils ont vu aussi que le moment sismique dépendait de la fréquence. Et cette dépendance en fréquence était une manifestation de la directivité de la source et aussi du fait que la source n'était pas uniforme dans sa propagation. Et ils ont montré aussi que la solution CMT de départ, qui était à magnitude 9, était sous-estimée, principalement parce qu'elle était déterminée à des fréquences pas suffisamment longues. Vous vous souvenez du spectre de la source que j'avais montré dans un cours précédent, où il fallait vraiment avoir les très longues périodes, où la fréquence coin de la source était de plus en plus longue période, plus le séisme est fort. Et donc ça, c'est une illustration, la première qu'on a eue vraiment de manière formelle pour ce séisme. Et ici, donc, c'est la solution en rouge comparée à l'observation dans une certaine station pour le mode 0S2. Donc, ce n'est pas parfait, mais on voit. Alors, ceci les avait amenés à proposer que, donc, sur la base de l'analyse de ces modes propres, que le glissement sur cette faille
au cours du séisme de 2004 avait eu lieu en deux parties. Une partie où le glissement avait été rapide sur le premier tiers de la zone de rupture, donc à partir de l'hypocentre ici. Je dis toujours hypocentre, mais ce qu'on représente là, c'est vraiment l'épicentre, c'est la projection sur la surface. Et donc ensuite, ce glissement rapide, et ensuite sur l'autre partie de la faille, illuminée encore une fois dans sa totalité par la zone de réplique, le glissement serait plus lent sur ces deux tiers de la rupture. Alors les flèches ici, ça indique les directions du mouvement relatif des plaques décomposées en une partie perpendiculaire et non perpendiculaire à la faille. Bon, je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas très important. Alors ici, c'est simplement donc montrer comment les données sont sensibles, donc sensibles au type de modèle fait de la source. Alors regardons d'abord ici pour le mode 0S2 avec ces 5 cinglets. On ne voit pas tellement, dans les données on voit un peu le cinglet m égale 0. Les cinglets les plus visibles sont m égale moins 2 et m égale plus 2. Et donc, donc dans l'ajustement de la solution à partir de cette première solution de centroïde qui n'était pas suffisante, qui était un peu saturée, ils ont considéré une source d'abord en multipliant par 2,6 le moment sismique obtenu par la source CMT, et ils obtiennent la solution verte qui n'explique pas encore tout à fait bien l'amplitude des cinglets M-1 et M+1. Mais s'ils déplacent la source de CMT vers le nord, jusqu'à une latitude de 7,5, ils arrivent à fitter les données. Donc vous voyez des données très longue période, mais très sensibles donc aux détails de la source. Alors bon, je peux continuer pour quand même encore faire remarquer que ce séisme ici, la magnitude est donnée de 9.0, bon, ça devrait être 9.2, mais peu importe, le moment sismique dégagé au cours de cette rupture est équivalent au moment dégagé en faisant la somme de tous les séismes pendant les 10 années précédentes, donc une quantité d'énergie considérable par rapport à la normale. Et ici, donc, le spectre de la source, où vous voyez que la fréquence coin est plus longue que ce qu'on peut voir par les ondes de surface ou les ondes de surface qui sont utilisées donc jusqu'à environ 300 secondes de période par la solution de centroïde classique, qui ne contient pas les énergies à plus longue période et qui était très nécessaire pour vraiment voir la rupture complète de ce séisme. Et il a fallu rajouter les données de mode propre pour le voir. Donc bien sûr. Alors ensuite, il y a cette question de la localisation de la source du tsunami qui, disons, indiquait que peut-être la zone de rupture qui a engendré, la partie de la rupture qui a engendré le tsunami ne s'étendait que 600 à 800 km depuis l'épicentre et n'a pas continué jusque vers le nord. Et donc, ça conduit à un schéma de déroulement de la rupture. Les premiers 50 secondes, faible radiation, la source se déplace depuis l'hypocentre vers la surface. Ensuite, un glissement important sur environ 400 km avec un glissement atteignant jusqu'à 20 mètres, en moyenne un glissement de 7 mètres et assez rapide, une vitesse de rupture assez rapide. Ensuite, un autre segment avec une autre orientation de la faille et un glissement plus lent, avec une faille de pendage un peu plus élevée. Et enfin, un segment, le segment appelé le segment d'Andaman, en face des îles d'Andaman, avec un glissement moyen plus faible qui s'est passé qui donc a eu lieu dans les derniers moments de cette rupture.
Et proposait aussi qu'il y avait eu ensuite 5 mètres de glissement lent entre 600 et 3500 secondes après l'hypocentre, ce dont je vais parler encore un peu. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, qu'il fallait rajouter à la solution classique CMT plusieurs sources avec une orientation de la faille qui change avec la position et des moments sismiques, donc le moment sismique le plus fort dégagé dans cette région-là et ensuite diminue vers le nord. Donc ça, on l'avait déjà vu. Alors, j'ai parlé pratiquement uniquement des données sismiques, mais il y avait aussi des données GPS, donc les données GPS qui ont enregistré des déplacements horizontaux détectables de 10 cm ou plus jusqu'à 3000 km de l'épicentre, ce qui est considérable. D'habitude, pour des séismes ordinaires, tels qu'on les connaissait avant ce séisme, les déplacements, il fallait avoir des stations GPS vraiment très proches de la faille pour observer quoi que ce soit, pour pouvoir voir un niveau de déplacement supérieur au bruit de fond. Et donc, vous voyez des déplacements énormes, ici, à échelle de 5 cm, ici, donc dans la région de la rupture. Et donc, ça a donné lieu à un essai de modélisation uniquement à partir des données GPS et qui ont nécessité l'introduction d'un modèle aussi de glissement variable, donc qui a corroboré ce qu'on a obtenu par les données sismiques, avec plusieurs centres de glissement importants qui correspondent assez bien avec ceux des données sismiques. Ça donnait lieu ensuite à des inversions conjointes de données sismiques large bande. Par exemple ici, ça c'est une étude, je la montre parce que je suis co-auteur de cette étude, ça c'est un de mes étudiants, et de données GPS dans la région autour de la rupture, qui a donné des modèles de glissement qui, encore une fois, étaient comparables. Bon, ça après, dans les années suivantes au séisme, on s'est intéressé à de plus en plus de détails de la rupture, tout en sachant qu'on n'avait pas beaucoup de données, certainement pas beaucoup de données sismiques dans la région proche, contrairement par exemple au séisme de Chichi, que je vous ai montré en 1999. Alors, une dernière chose que je voudrais quand même aborder, peut-être rapidement, je reprendrai la prochaine fois, c'est que la question a été reprise sur la source du tsunami, qui est une question importante, bien sûr, pour les séismes dont les dégâts les plus importants sont provoqués par les tsunamis, c'est comprendre quelle est la relation entre la source des vibrations sismiques et la source des tsunamis, quelle est leur relation. On reprendra ça avec l'étude du séisme du Japon. Et donc, il y a une étude, je vais m'arrêter tout de suite, mais qui a repris les données de marégraphes qu'on avait déjà rapidement après le séisme, en y ajoutant des données de satellites qui sont passés au-dessus de la rupture, 3 satellites qui sont passés au-dessus de la rupture, au-dessus du séisme un peu après, il y en a un 10 minutes après, 3 satellites, donc, presque 2 heures après le temps origine, et il a capté 11 minutes les signaux de tsunami pendant 11 minutes en allant du sud au nord. Ensuite, il y a eu TOPEX Poseidon, un autre satellite satellite altimétrique qui mesure la hauteur de la surface de la mer par rapport à l'ellipsoïde de référence, donc un modèle de référence de la hauteur moyenne de la mer. Et donc l'autre 2 heures après, qui est passé aussi dans la même direction, puis un troisième 3 heures après, le temps origine, qui lui allait dans la direction opposée. Alors je crois que je vais m'arrêter là parce que le temps est passé et je continuerai la prochaine fois. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas cours la semaine prochaine, donc nous reprenons dans 15 jours. Dans 15 jours, je finirai ça, et j'en ai plus pour longtemps, pour le séisme de Sumatra. Je parlerai du séisme du Japon et je parlerai aussi de tous les effets. Je commencerai à parler de tous les effets autour de la rupture elle-même, parce qu'il y a la rupture, mais il y a aussi les relaxations après la rupture et les effets avant la rupture qu'on peut commencer à étudier,
et qui peuvent être intéressants, bien sûr, dans l'avenir pour éventuellement la prédiction sismique. Voilà. Je vous remercie.